Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si tôt. On a le plaisir d'ouvrir la session ce matin. Nous, Veolia, moi-même Michael Cochry et mon collègue Philippe Bonnat, on va parler de quelques exemples concrets en fait, de récupération, revalorisation d'eau, mais également l'énergie. Comme vous savez bien que le décret de RIUT qui a été publié en janvier de cette année, du 24 janvier, ça permet en fait beaucoup de choses maintenant, surtout tout ce qui est recyclage, de réutilisation des eaux issues de matières premières, des eaux process recyclées et des eaux même sorties de STEP, comment dire, des eaux traitées et recyclées. Par contre, il faut savoir que des eaux de process recyclées, des eaux issues de matières premières, sont quelque part plus faciles à mettre en place, comme il y a juste une déclaration à faire auprès de préfet, contrairement aux des eaux traitées, eaux usées, traitées, recyclées, où on doit demander une autorisation préalable avant de réutiliser ces eaux. Donc aujourd'hui, nous, on va parler de tout ce qui est recyclage des condensats, parce que ça a l'intérêt aussi du fait qu'on a de l'eau, mais on a aussi très souvent beaucoup d'énergie aussi qui sont contenues dans ces eaux. Alors, qu'est-ce qui sont les condensats? On parle ici de condensats de concentration, évapoconcentration des aliments. Donc, c'est très souvent dans les industries laitières ou dans la sucrerie, amidonnerie, mais aussi beaucoup d'autres secteurs. Et quelles sont les caractéristiques en fait de ces eaux? En fait, c'est des eaux qui ont plus ou moins de matière organique liée à le processus d'évaporation, parce qu'il n'y a pas que l'eau qui est évaporée et condensée, il y a aussi pas mal de volatiles, matières organiques qui sont aussi également évaporées. Donc après, selon le type d'aliments qu'on évapore, on concentre, ou le taux de concentration qu'on recherche, on a des eaux de condensat liées à plus ou moins chargées en matière organique. Alors, en plus de ces matières organiques, on peut avoir de MES, on peut avoir quelques minéraux. Ça, c'est plutôt lié à des débordements d'évaporateurs, par exemple, où il y a des problèmes de fonctionnement qui arrivent, malheureusement. Et tout cela, il rend ces eaux relativement difficiles à traiter, à gérer, surtout point de vue microbiologique. Parce que ces eaux avec des matières organiques, donc il y a les nourritures pour les bactéries qui peuvent pousser, proliférer. Il y a aussi de la température qui peut aussi rendre plus compliqué à gérer ce type d'eau. Par contre, cette énergie aussi également très intéressante à récupérer. Donc, on va parler de quelques solutions qui permettent en fait de récupérer de l'eau et de l'énergie. Et bien sûr, c'est une eau, comme c'est une eau souvent issue de matières premières ou une eau à la base d'une eau potable, on est quelque part en contrôle sur l'origine de l'eau. Donc nous considérons qu'on a trois voies de traitement. La première voie de traitement, c'est le traitement membranaire. Alors, tous les types de traitements, on va parler, nous, de l'abattement matière organique, donc soit la demande chimique en oxygène, DCO, soit le carbone organique total, qui est la mesure de matière organique dans l'eau. Pourquoi la matière organique? Pourquoi c'est important? Parce que c'est cela qui va rendre l'eau plus difficile à utiliser derrière, notamment par rapport à la prolifération microbiologique. Il y a aussi le problème des MES. Donc, on va juste comparer les différentes technologies, solutions, par rapport à l'abattement dans ces tous indicateurs-là. Donc, le système membranaire, c'est un système qui a un bon abattement de matière organique, mais pas à 100% non plus, et un bon abattement de MES. Alors, après, on a un cas concret qu'on va parler plus tard. La deuxième solution, c'est une solution biomembranaire. Donc là, on va associer biologie, un traitement biologique avec des étapes membranaires. Et ça, avoir un abattement plus élevé encore, lié au fait que la biologie peut être notre ami dans ce cas de figure. Et la troisième solution, c'est l'absorption. On voit de temps en temps aussi. L'abattement est un peu moins bien que les deux autres solutions. Donc on va peut-être pas en parler trop aujourd'hui. On va parler, nous, de deux solutions membranaires qui, pour nous, donnent plus de garanties en termes d'abattement des CO, COT, MES. Voilà. Alors,
d'abord partir. Alors, je n'ai pas parlé, mais en fait, juste un mot. Il y a aussi une quatrième solution qui n'est pas de traiter en fait le condensat, mais plutôt utiliser direct, qui dans certains cas est autorisé, surtout en termes de qualité d'eau de certains utilisateurs qui ne sont pas très exigeantes. On peut très souvent réutiliser des condensats directement sans qu'il y ait beaucoup de traitement, un tamisage ou un traitement UV par exemple, juste pour un peu affiner la qualité d'eau. Alors, au niveau de membrane, et on a alors ça c'est le traitement de condensat directement avec le système membranaire. On va plutôt utiliser le système osmose inverse. On a deux solutions, donc on a une solution à froid et une solution à chaud. D'abord, la solution à froid, souvent les condensats, ils viennent avec une température élevée. La plupart des membranes, on ne peut pas les traiter à une eau au-delà de 50 degrés Celsius. Donc, on est obligé de refroidir l'eau avant de les traiter. Maintenant, le problème, selon notre expérience, c'est quand vous traitez l'eau à une température entre 20 et 40 degrés, vous avez souvent des problèmes bactériologiques qui vont impacter la performance de membrane et va surtout faire que vous allez nettoyer, en fait, faire des nettoyages de membrane, système membranaire très fréquente, qui va rendre les solutions, point de vue OPEX, pas très intéressant. Donc, on doit refroidir en dessous de 20 degrés pour avoir plus de contrôle microbiologique sur ces eaux-là. Et ensuite, on peut récupérer l'énergie après avec un échangeur de plaques ou tubulaire. Mais par contre, on perd toujours quelque part l'efficacité énergétique. Donc, il y a toujours une perte d'énergie. Donc, la deuxième solution, qui nous, Philippe il va présenter après, c'est une solution où on traite des condensats à chaud. C'est-à-dire qu'on a certaines membranes qui peuvent supporter des températures plus élevées, jusqu'à 70 degrés. Ça permet en fait de traiter sans refroidir des condensats, traiter à chaud. Donc, il y a deux avantages. Premier, on ne perd pas d'énergie, on garde toute l'énergie. Donc, si on va utiliser après dans les utilisateurs qui demandent une eau chaude, comme des chaudières par exemple, on va récupérer 100% de l'énergie. Le deuxième avantage, c'est à cette température, on n'a pas de problème ou moins de problèmes de croissance microbiologique. Donc on peut garder un système beaucoup plus stable qui nettoie beaucoup moins fréquemment par rapport au système à froid. Et Philippe il va détailler un exemple plus tard. Moi, je vais finir avec juste un exemple que nous avons fait. Donc, c'est un exemple de système biomembranaire, donc l'association de biologique, traitement biologique, avec un biofiltre, suivi par des étapes membranaires. Donc, comme on a dit, le biofiltre, il va consommer de matière organique dans l'eau parce que c'est largement biodégradable. Ensuite, on va utiliser la membrane UF pour piéger, en fait, tout ce qui est les bactéries, pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui partent dans la suite du système. On va affiner avec l'osmose inverse UV. Donc, c'est un exemple qu'on avait nos collègues en Belgique, Violet Belgique, ils ont fait beaucoup de ce type d'installation parce que vous savez bien qu'en Belgique, leur utilisation de cette eau, des eaux, c'est pratiqué depuis longtemps et la réglementation est très favorable. Donc, c'est là, vous voyez qu'il y a quand même un avantage en termes de qualité d'eau parce qu'on a un BAT quasiment la totalité de matière organique, donc une eau quasiment déminéralisée, très stable pour le stockage et l'utilisation. Il y a aussi un peu d'énergie, il y a un peu d'énergie perdue parce qu'on doit quand même refroidir des condensats pour avoir une température conforme à la biologique, mais ensuite on peut récupérer de l'énergie derrière. Et c'est là, dans ce cas figure que je présente ici, on utilise l'eau dans les chaudières et à la NEP où on a besoin d'une eau chaude. Donc au lieu de l'utiliser l'eau de ville à 15 degrés, on utilise quand même une eau récupérée à 35-40 degrés qui apporte beaucoup d'économie en énergie aussi également. Donc voilà, je vais passer la main à Philippe pour le reste de la présentation. Merci, bonjour à tous. Donc on va passer sur un deuxième cas d'application en France. Donc toujours sur cette notion de recyclage de condensat. Donc là, on n'est plus du tout dans le domaine laitier. On est sur une amidonnerie, donc en l'occurrence une amidonnerie de pois. Donc avec des condensats d'évaporateurs de constitution un petit peu différente, notamment une charge assez conséquente en acide acétique et des températures de travail au niveau de la récupération de l'ordre de 60 à 80 degrés. Donc on a construit une filière de récupération de ces concentrats
Comme l'a dit Michael, on a la capacité de travailler à haute température sur les membranes, mais elles ont quand même une limite technique qui est de l'ordre de 70 degrés. Donc la plage de travail idéale se situe sur une fourchette de 68 à 70. Donc la filière démarre avec une mise à température, petite régulation de température de manière à être sûr de ne pas dépasser les 70 degrés et de ne pas se mettre en danger sur les membranes, puisque je dirais des valeurs trop élevées pourraient avoir un impact de dégradation des membranes. On est passé ensuite sur une étape de filtration, puisque l'avantage, comme le disait Michael, des eaux issues des process, contrairement à des eaux usées, etc., c'est que ce sont des eaux qui sont très peu chargées, voire pas du tout chargées en microbiologie. Et comme en plus on travaille ici en température, on garde l'aspect un petit peu sanitisant la température, donc on évite d'avoir du développement microbiologique tout au long du process. Et on arrive donc sur une étape, on va voir quelques photos après, donc sur une étape d'osmose inverse à chaud, donc avec des osmoseurs process, avec les membranes donc Duraterm qui permettent de travailler en température. Donc ce qui nous a permis d'obtenir une première qualité d'eau qui part directement en chaudière, donc avec des taux d'abattement que vous voyez à l'écran sur la DCO de l'ordre de 75%, et sur l'acide acétique, qui effectivement est également un souci sur la reprise en chaudière, supérieur à 90%. Donc là, on est sur la chaudière basse pression, moyenne pression. Et comme le site a un projet de construction de chaufferie biomasse, donc avec des exigences d'eau beaucoup plus importantes, on a rajouté derrière une finition à chaud sur résine, qui nous permet donc de descendre là sur vraiment de la DCO inférieure au ppm, de manière à permettre une reprise intéressante. Donc ce projet, évidemment, il a généré des gains en eau, hein, puisque précédemment, ces eaux partaient à la station. Donc les gains en eau sont de l'ordre de 90 000 m3. Mais la genèse de ce projet, surtout, c'est les gains énergétiques qui sont générés, puisque cette eau qui partait à la station partait grosso modo à 70-80 degrés. Et par ailleurs, le client a injecté de l'eau à 10-15 degrés au niveau de sa chaufferie. Donc il y a un gain énergétique de l'ordre de 50 degrés qui est assez conséquent et qui se traduit effectivement avec des économies énergétiques. Alors quelques photos de l'installation. Bon, le pointeur ne marche pas, donc on va faire sans pointeur. Donc vous avez sur la gauche la cuve. Donc il y a une cuve de lancement qui fait également office de cuve de NEP. Vous avez ensuite l'osmoseur. Alors bon, il y a tout un système d'automatisme qui était déporté, hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'automate sur l'osmoseur. Donc l'osmoseur qui est tout inox pour pouvoir travailler à température, qui répond également à la norme CE 1935-2004. Et par ailleurs, au niveau des membranes, qui répond également à un certain nombre de critères religieux type kasher halal. Et derrière, finition sur résine à chaud. Donc on verra une autre photo après, donc avec un duplex qui travaille également à température, donc pour la finition biomasse que j'évoquais. Donc c'est une installation qui a une capacité de production de 12 à 14 mètres cubeurs et qui est en service depuis maintenant un peu plus de 6 mois, donc avec une reprise en chaudière derrière. Ce qui est intéressant ici, donc en haut à droite, vous avez une photo complète de l'installation. Je vous ai mis également un graphe sur les abattements. Donc on a depuis le début d'excellents abattements tant sur l'acide acétique qui est assez stable et sur la DCO. Alors des abattements qui sont un peu moins stables, qui sont liés en fait à les fluctuations de charge d'entrée. Nous on raisonne en pourcentage d'abattement, donc en fonction de ce qui rentre. Plus vous en rentrez, plus le pourcentage d'abattement est élevé. Mais globalement, on est conforme à tous nos engagements contractuels. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, en plus de l'aspect technique, c'est le montage financier qui a été fait. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des économies d'eau assez conséquentes, hein, de l'ordre de 90 000 m3 par an. Mais les économies d'eau, c'est rarement rémunérateur pour les industriels, puisque l'eau, globalement, ne coûte pas grand-chose. Donc c'est pas l'eau qui va justifier l'investissement. L'économie d'eau, là où elle est intéressante, c'est qu'elle a déclenché une subvention de l'agence de l'eau. Donc la subvention de l'agence de l'eau, globalement, va couvrir 40% du coût du projet. La valorisation énergétique a permis également la mise en instruction d'un dossier C2E spécifique. Donc on n'est pas sur un C2E standard à cause des puissances chaudières installées, mais on a un C2E spécifique. Alors les C2E spécifiques, on ne sait jamais à l'avance le montant exact de la prime, hein. Il y a une période d'instruction qui est liée à ça post-travaux, donc on est dans cette période d'instruction, mais globalement les estimations ou les projections donnent des ordres de grandeur.
de l'ordre de 40 voire 50% du projet. Donc ça veut dire que c'est un projet qui, d'un point de vue CAPEX, avant même de parler des économies d'eau et des économies d'énergie, donc des réductions d'OPEX pour le client, qui est quasiment financé exclusivement par le cumul des aides Agence de l'eau et ADEME C2E. Donc c'est un petit peu le message qu'on voulait passer aujourd'hui sur ce type de projet. Ce sont des projets qui pour nous présentent 3 intérêts. Le premier, il est technique. C'est quand même pas des technologies, en tout cas très complexes d'un point de vue mise en œuvre et suivi au quotidien. Ce sont des eaux, comme on l'a dit, qui ont quelques critères chargés, notamment organiques, mais peu microbiologiques. On travaille à chaud, donc on évite ces problèmes-là. Donc c'est beaucoup plus simple qu'une filière de recyclage, par exemple, d'eau usée traitée. Le deuxième intérêt, c'est de combiner en fait les gains eau et énergie, parce que les gains en eau permettent aux industriels d'anticiper un certain nombre de modifications d'arrêtés d'exploitation, de modifications de contraintes, etc. Mais à court terme, il n'y a pas de rémunération là-dessus. Par contre, le gain en énergie et le fait de revaloriser des eaux à 68 degrés en chaudière qui précédemment partaient à la station présente un réel intérêt et un réel impact sur les OPEX. Et le troisième intérêt qu'on y voit, si on se projette un petit peu par rapport au décret de reuse qui est sorti il y a quelques semaines, c'est que ce type de dossier rentre dans la catégorie des dossiers à déclaration et non pas à autorisation. Donc ça veut dire que d'un point de vue lourdeur administrative, d'un point de vue plan de suivi, d'un point de vue accompagnement du client, que ce soit technique, dans le suivi au quotidien ou réglementaire, c'est des projets qui sont beaucoup moins lourds et qui peuvent se déployer sur un pas de temps beaucoup plus court. Contrairement, par exemple, à des projets qui, eux, sont soumis à autorisation. Donc voilà un petit peu les quelques retours d'expérience qu'on voulait vous partager ce matin. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps, ce qui va nous permettre de faire quelques questions. Non, on n'a plus de temps, donc il n'y aura pas de questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Donc Hall 5, C41, on y sera toute la journée avec Michael. Si vous avez des questions sur ce projet, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets recyclage, on se tient à votre disposition. Et on vous remercie d'être venus de bonne heure pour nous voir.